Alors, Madame Jocelyne Césari, qui va nous présenter une communication intitulée « Est-ce que l'accommodation du religieux dans l'espace public est une menace pour le vivre ensemble ?» Donc, Madame Césari est professeure de sciences politiques au département d'Islamic Studies de la Harvard Divinity School, où elle dirige le programme interfacultaire Islam in the West. Elle est aussi directrice du programme Islam in World Politics Program du Berkeley Center à Georgetown University. Et donc ses recherches portent principalement sur l'islam et la globalisation, l'islam et le sécularisme, l'immigration et la pluralité religieuse, et plus largement sur des enjeux d'islam et de démocratie. Elle est notamment l'auteur, en particulier, donc, des deux ouvrages les plus récents qu'on pourrait citer ici, Why the West Fears Islam, An Exploration of Islam in Western Liberal Democracies, et The Awakening of Muslim Democracy, Religion, Modernity and the State. Voilà, donc Madame Césari, je vous invite à prendre la parole. Bonjour. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, professeur Saillant, Madame Célia Forger et Alexis pour leur continuelle communication avec moi pour me faire arriver jusqu'ici. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est en grande partie issu de ce livre qui a été publié l'année dernière. Pour vous donner un peu de contexte, il est le résultat de plusieurs années de recherche auprès des populations musulmanes en France, dans des grands, plus précisément dans les grandes villes européennes, Paris, Amsterdam, Berlin, Londres, et nous avions rajouté Boston parce que je passe mon temps aussi, une grande partie de mon temps à Boston, et qu'on voulait continuer cette comparaison transatlantique. L'idée de ce livre, c'était de avoir un plus proche aperçu ou beaucoup plus détaillé de la manière dont les musulmans au quotidien vivent leur citoyenneté et leur rapport à l'islam. Donc je vais présenter là simplement, ou si je puis dire, la présence de l'islam dans l'espace public et quels sont les points principaux, j'allais dire, de mésentente ou de mauvaise communication entre ce que l'on appelle les musulmans et les non-musulmans, bien que je ne sois pas très favorable à cette énorme catégorie, qui est un vrai problème. Juste une petite note ici. En matière de recherche et d'études empiriques, il n'y a rien de plus contre-productif que de parler d'une catégorie des non-musulmans. Si on compare les musulmans, il faut les comparer aux autres religions. Chrétiennes, juives, bouddhistes, taoïstes, ça n'existe pas. Ce genre de comparaison, et c'était une partie aussi du problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas de statistiques ou d'études empiriques solides sur la religiosité des citoyens européens. Et donc déjà là, c'est un problème qui n'est pas uniquement un problème méthodologique, mais aussi un problème idéologique. Et donc ceci m'amène à ma première présente. Pour moi, cette image, je ne sais pas si vous la resituez, c'est un poster qui avait été utilisé en Suisse au moment des protestations contre la construction d'une mosquée avec minaret. Et donc là, il y a toute la symbolique qui tend en effet à opposer dans l'espace européen, et je dirais maintenant aussi d'une certaine manière dans l'espace, non pas nord-américain, parce que je ne prétends pas connaître toute la situation ici au Canada, mais aux États-Unis, on voit de plus en plus en effet émerger ce genre de perception ou de crainte qui tend à opposer l'islam à l'Occident. Et donc, vous voyez... Le sol, c'est le drapeau suisse. Et de ce drapeau suisse émergent des minarets qui sont des missiles. Et puis pour bien boucler le tout, si je puis dire, il y a aussi une dame en burqa. Okay. Donc là, on voit toute la symbolique, c'est que l'islam ne peut pas prendre racine
sur le sol suisse ou européen en cette occasion, et que c'est en fait une menace qui vient maintenant de l'intérieur par rapport à la réalité des citoyens suisses ou européens. Et donc on voit aussi le message implicite, mais quelquefois explicite, de ce genre de perception, c'est que l'islam, en tant que religion, si on l'affirme dans l'espace public, si on expresse son identité islamique, est vu en général comme un acte que j'ai essayé de traduire là en incivility. Je ne sais pas si ça marche vraiment bien, mais en tout cas, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de pouvoir dire dans l'espace européen « je suis français et musulman » ou « je suis belge et musulman », dans la mesure où la catégorie islam est perçue comme un obstacle à une vraie attitude ou acceptation une vraie attitude démocratique ou acceptation de la démocratie. Alors ça m'intrigue beaucoup, parce que je suis une sociologue du politique et du religieux, comme vous avez pu l'entendre, et toutes les études que nous avons sur le politique et le religieux, en dehors des musulmans, montrent que la religiosité, lorsqu'elle est affirmée, lorsqu'elle est vécue, est en fait un atout dans la construction du citoyen. Alors, la plupart des enquêtes que nous avons sont américaines. Comme j'ai dit, en Europe, il y a très très peu maintenant d'enquêtes qui prennent en considération la dimension religieuse dans les sondages, dans les questionnaires, et très peu, encore moins, qui mettent en rapport cette dimension religieuse avec les attitudes civiques. En revanche, aux États-Unis, nous savons, puisque la population est interviewée sur la base de la religion, nous voyons très très bien qu'il n'y a jamais d'incompatibilité entre être membre d'une congrégation, d'une église, prier, croire en Dieu et être un citoyen. En fait, la corrélation est la plupart du temps positive. Alors pourquoi l'islam est-il perçu à l'opposé, aux antipodes de ce que les données produisent? Et pourquoi je aussi inclus des données qui concernent l'islam? Il y a aussi, pour moi, c'était très intéressant de voir que tout le monde parle de l'islam et qu'il y a en fait, même en Europe, très très peu d'enquêtes systématiques sur la religiosité des musulmans. Il y a beaucoup d'enquêtes sur les associations musulmanes, il y a beaucoup d'enquêtes sur les représentations ou les groupes qui représentent l'islam à l'échelle nationale, il y a beaucoup d'enquêtes sur les femmes, le hijab, puisque c'est vraiment une des grands sujets ou vu comme une menace, mais il n'y a pas d'enquête systématique sur la religiosité de ces nouvelles générations de citoyens musulmans. Et alors, on multiplie encore les problèmes. Comme je vous ai dit, quand il y en a, c'est des musulmans versus des non-musulmans. Donc, je ne sais pas ce qui est mesuré exactement. Parce que dans ces non-musulmans, on peut avoir des catholiques pratiquants et on peut avoir aussi des athéistes. Je ne sais pas ce que sont les non-musulmans. Et donc là, il y avait un vrai problème et c'est pour ça qu'on a essayé. On ne prétend pas à la représentativité. Quand je dis on, c'était un projet collectif, mais on a essayé de créer partout, dans les villes principales en Europe, des focus groups où on a demandé aux musulmans de venir parler de ces deux questions, la citoyenneté et la religion. Je vous donne aussi cette petite anecdote. Pour constituer ces focus groups, il nous a fallu plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que nous avons délibérément choisi de ne pas passer par les institutions musulmanes, associations, représentants. Parce que dans ces cas-là, nous avons, et en tant que chercheur, pour les journalistes, ça va, mais en tant que chercheur, la plupart du temps, on a déjà ce que j'appelle le pre-packaged discourse, avec ce qu'on appelle les musulmans professionnels. Et pour moi, c'était très, très significatif que les musulmans n'étaient pas vraiment intéressés. Certains avaient même très, très peur. En Allemagne, on a eu beaucoup de mal à décrisper la situation et à avoir des gens qui sont des mères, des pères, des étudiants, des chômeurs, des plombiers, venir parler de l'islam.
et de la citoyenneté. Et on a essayé d'être le plus compréhensif possible, donc tenir en compte l'ethnicité, la génération, le genre, et aussi avoir des groupes qui étaient co-ed, c'est-à-dire mix en termes de genre, et séparés. Et ça a été là où on a eu le plus de révélations sur le religieux, en fait. Et on a vu qu'il y a beaucoup de choses relatives aux religieux qui n'ont pas grand-chose à voir avec la politique, mais qui ont beaucoup de choses à voir avec le genre et la relation homme-femme. Mais ce n'était pas possible de le dire dans un contexte mixte. Et ça, c'était très intéressant, et je vais expliquer pourquoi dans le rapport à la religion, mais aussi à l'espace public. Donc, juste pour finir là-dessus, on a eu en tout plus de 500 musulmans qui ont participé à nos groupes. C'est pas représentatif, mais c'est quand même significatif. Et l'autre partie que je vous éviterai, c'est que j'ai systématiquement étudié toutes les enquêtes quantitatives qui ont été faites sur les musulmans en Europe et aux États-Unis dans les 10 dernières années. Donc il y avait des courants, des tendances qui apparaissaient là, et en fait les focus groups n'ont pas vraiment démenti ces tendances. Alors, bon, l'islam est une menace. Je vous épargnerai aussi, là c'est en anglais, parce que le sondage était en anglais et j'ai pas traduit. Désolée. Bon. Mais bon, je peux vous citer il y a un après l'autre, tous les sondages disent que pour les Européens et aussi les Américains maintenant, l'islam est une menace. Alors c'est très intéressant, je ne vous donne pas non plus là tous les détails, mais si on a des questions sur les musulmans, les réponses sont beaucoup plus nuancées. Et même sur l'immigration, les réponses sont plus nuancées. Mais si on pose des questions sur l'islam en tant que catégorie religieuse, là les réponses ne sont pas du tout nuancées. Il y a 3 raisons pour ce que j'appelle l'externalisation. J'en ai supprimé une parce que je ne vais pas vraiment en parler. C'est l'idée donc que l'islam et les musulmans sont vus à la fois comme des ennemis intérieurs et extérieurs. Et là, je voudrais faire une distinction entre l'ennemi et l'autre. On peut être l'autre sans être automatiquement l'ennemi. On a beaucoup d'autres dans nos sociétés, les gypsies, ce qu'on appelle les Romas. On est toujours l'autre de quelqu'un dans une société, même dans les, j'allais dire, dans les pays à forte multiculturalité comme le Canada, on est toujours l'autre d'un autre groupe. L'ennemi, c'est différent. L'ennemi, c'est un groupe ou une personne qui directement menace l'identité de mon groupe. Or, il se passe qu'en Europe maintenant, et j'allais dire beaucoup plus qu'aux États-Unis, les musulmans sont les ennemis intérieurs et extérieurs. Alors, la raison que je ne vais pas développer ici, c'est bien évidemment tout le contexte international de l'islam politique et de ses excès, comme on est en train de le vivre maintenant en Irak, qui pèsent directement ou qui influencent directement la perception des musulmans dans les différents contextes. Et je dirais même que le problème de l'islam aux États-Unis n'est pas vraiment relié à ces 2 autres points que je vais définir, mais presque uniquement à la question internationale. Les Américains se sont réveillés, entre guillemets, après le 11 septembre et ont réalisé qu'il y avait des musulmans parmi eux et que peut-être parmi eux, ces musulmans avaient des connexions avec des groupes activistes dans le Moyen-Orient ou ailleurs, ou en Afghanistan. Et donc ça a créé une commotion qui fait qu'aujourd'hui, l'islam tend à être expulsé de l'espace qui est réservé d'habitude, et j'allais dire presque naturellement pour les Américains, aux religions. Les Américains n'ont pas de problème avec la religion. En ce qui concerne l'islam, ils ont des problèmes avec les versions politisées de l'engagement des musulmans. Et je reviendrai là-dessus un peu plus dans mes détails. Donc, les 2 autres raisons, en revanche, sont très, très présentes
en Europe, c'est la crise du sécularisme et de la laïcité, et c'est aussi ce que j'appelle la mondialisation du salafisme. Parce que je ne crois pas qu'il faut uniquement regarder dans cette binarité, dans cette polarisation. Il ne faut pas uniquement regarder du côté de l'Occident. Il faut aussi regarder du côté du monde musulman, que j'étudie tout le temps. Et on voit bien émerger dans les différents courants et tendances aujourd'hui de se définir comme musulmans, ce que j'appelle la salafisation de l'islam, qui est un phénomène politique très dangereux, dont nous payons les conséquences en Europe. Vous savez certainement qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui quittent l'Europe aujourd'hui et qui vont combattre le djihad ou qui joignent le califate, comment on dit ça en français? Le califat, merci. Qui joignent le califat en Irak uniquement sur cette raison. Alors je vais aussi expliquer que tous les djihadistes ne sont pas des salafis, que tous les salafis, ne sont pas des djihadistes, et c'est là aussi la confusion peut émerger, mais que la plupart des djihadistes que nous avons aujourd'hui dans l'Occident sont des salafis. Et donc là, il y a quand même une question à se poser. C'est pas politiquement correct, mais je la pose parce qu'elle est aussi reliée à la diffusion par l'Arabie Saoudite d'une certaine idéologie qui n'est pas uniquement une forme de piété ou de religiosité. Et je crois qu'il faut l'adresser parce que si on ne l'adresse pas, on ne résoudra jamais la question. Et là, on voit bien apparaître c'est-à-dire c'est la même image, mais avec inversé le plus et le moins. C'est-à-dire tout le discours salafi est aussi basé sur l'Occident est notre ennemi, comme en Occident, nous disons l'islam est notre ennemi. Et en fait, les deux se nourrissent d'une manière assez perverse. Plus l'Occident est anti-islam et islamophobe, plus les salafis recrutent. Si je puis me permettre cette équation un peu primaire. Bon, je vais revenir là-dessus un peu plus, mais le gros de mon exposé sera sur cette crise du sécularisme et de la laïcité. Alors, je vais essayer de vous montrer plusieurs choses ici. La première chose, c'est qu'on a beaucoup de problèmes avec les termes. Je ne vais même pas intégrer la laïcité, qui est la version française du sécularisme. Et je vais essayer d'introduire un autre terme qui est la sécularité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si l'universalité du sécularisme est contestée, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rejeter les principes séculiers. Et là, je n'ai pas du tout une position postmoderne déconstructiviste qui, d'une certaine manière, est très condescendante parce que ça consiste à dire « Oh, mais vous avez vos propres manières de faire et si ça consiste à se débarrasser des femmes yazidis, eh ben, c'est votre culture, right ?» Je n'ai pas du tout cette attitude-là. Il faut bien qu'on soit clair ici. Il y a des principes séculiers. De manière très, très intéressante et significative, il y a suffisamment de travaux historiques et sociologiques qui montrent en fait que ces principes séculiers ont en effet été exportés à l'ensemble du monde pour la bonne et simple raison que les pouvoirs coloniaux étaient des pouvoirs occidentaux et qu'il n'y a pas une partie du monde qui a échappé à la sécularisation, y compris le monde musulman, en dépit de tout ce que nous entendons, et c'est pour ça le dernier livre que j'ai écrit porte exactement là-dessus. Quelle a été la conséquence, ou quelles sont les conséquences de la diffusion à travers le projet colonial de la sécularité, du sécularisme et de l'État-nation dans le monde musulman? Ayant dit ça, qu'est-ce qui fait donc le sécularisme en tant que l'idéologie particulière de l'Occident, de l'expérience occidentale vis-à-vis ces principes? C'est bien ce qu'on appelle la séparation de l'État et des religions, c'est la privatisation du religieux dans l'espace public, et c'est le déclin de la religiosité personnelle. Alors, sur ces trois points, la majorité des autres pays ne sont pas du tout représentatifs. Et pourtant, ils sont aussi séculiers. Premier point. Je suis française, donc je peux le dire. Le seul pays qui vraiment installe une séparation de l'État et des religions,
avec l'idée de la neutralité, c'est les États-Unis. La France a une séparation de l'État et des religions, mais l'État français est très intrusif sur l'organisation, le contrôle des religions, ce que les Américains ne font pas. Mais il y a beaucoup de démocraties séculières. En Europe, nous avons des démocraties séculières. Aucune ne sépare l'État et les religions. Le Royaume-Uni a une église qui est la reine d'Angleterre est à la tête de l'église anglicane. Dans tous les pays scandinaves, il y a une église qui fait partie de l'établissement de l'État. En Espagne et en Italie, il y a des agréments, des accords entre l'État et les différentes religions. En Belgique, l'État finance les lieux de culte, le personnel religieux, l'éducation religieuse de toutes les religions. Chaque fois, je me demande comment le pauvre État belge a le budget qu'il faut pour faire ça. Mais ils sont laïcs ou ils sont séculaires. C'est pour ça que, qu'est-ce que ça veut dire sécularisme ou laïque dans ces conditions? Donc déjà là, on peut discuter de l'universalité de la séparation de l'État et du religieux. Ça ne veut pas dire pour autant que ces États ne sont pas séculiers. Ils le sont, mais c'est parce qu'il faut introduire d'autres dimensions que je vais essayer d'expliquer un peu plus loin. Le deuxième, la privatisation de la religion dans l'espace public. Aussi, là, les États-Unis sont en contrepoint. Il n'y a pas de privatisation de la religion dans l'espace public américain. La religion est présente. Je sais que, venant de France, ça m'a pris un temps d'accepter que, God bless America à la fin de chaque discours, et de faire toutes les cérémonies officielles dans un décorum qui est religieux. D'appeler dans le discours public la voix des religions. Mais en même temps, on ne peut pas non plus dire que les Américains ne sont pas séculiers. Donc la privatisation n'est peut-être pas un obstacle à la sécularité. C'est pour ça que je préfère le terme sécularité. Aussi parce que le terme, comme j'ai dit, sécularisme et laïcité est très mal vu en dehors de l'Occident parce qu'il est vu comme un projet de domination politique. Mais si vous dites sécularité, la plupart des citoyens, y compris dans le monde musulman, ne sont pas opposés. Sont opposés au sécularisme et à la laïcité. Et le troisième élément, c'est le déclin du religieux au niveau individuel. Là, ce ne sont pas les États-Unis qui sont l'exception, c'est l'Europe. Quand on regarde les enquêtes mondiales, l'Europe est le seul pays où les citoyens, lorsqu'interrogés, disent qu'ils ne croient plus en Dieu, qu'ils ne vont plus, qu'ils ne fréquentent plus les églises, etc. Donc c'est un des niveaux les plus bas de religiosité personnelle avec les limites des enquêtes que j'ai décrites. En revanche, dans tous les pays en dehors de l'Europe, y compris les États-Unis, le niveau de religiosité est très très élevé. Et c'est là, j'ai pas ma statistique américaine, mais c'est là où on voit que quand les musulmans sont interrogés vis-à-vis ou en comparaison avec d'autres religions aux États-Unis, c'est pas eux qui déclarent le plus de religiosité, c'est les Mormons. Quand les musulmans sont interrogés en Europe, ils sont les seuls à dire dans l'espace public qu'ils sont religieux. Donc c'est pas l'islam en tant que tel, je pense, qui est en jeu ici. C'est l'écart, le décalage entre une culture politique et publique qui, en Europe, a poussé en dehors de l'espace public la visibilité du religieux, et les gens qui viennent dire « ben non, mais moi je suis citoyen et croyant ». Dans l'espace américain, cette déclaration n'est pas choquante en tant que telle, mais elle est très choquante aux oreilles des Français et aux oreilles, j'allais dire, même de beaucoup d'autres citoyens européens. Alors, les deux éléments qu'on peut toujours appréhender en dépit de toutes ces différences politiques et culturelles, c'est, au lieu de la séparation, il faut parler de la différenciation.
Ce qui veut dire que l'État et les religions, et les deux doivent être engagés. C'est ce qu'un de mes collègues appelle l'équidistance, c'est-à-dire l'État accepte et doit traiter toutes les religions de la même manière. C'est pour ça que l'État belge, c'est pas parce qu'il paye toutes les églises, toutes les religions qu'il n'est pas laïque. Mais si demain l'État belge décide de ne prendre en compte que les catholiques, là on a un problème. Donc c'est l'équidistance. Et par exemple, vous avez une démocratie non occidentale qui vraiment essaie d'implanter ce principe, c'est l'Inde. L'Inde est un pays laïque parce que, au séculier, vous voyez, comme séculier, parce que l'Inde essaie de maintenir une équidistance et une égalité entre toutes les religions. C'est encore plus compliqué parce que l'Inde aussi essaie de maintenir une égalité entre toutes les cultures, toutes les ethnies et tous les langages, plus la préservation des droits individuels. Si j'étais un juge en Inde, je ne sais pas comment on peut trouver des solutions à tous ces cas-là, mais c'est très fascinant de voir qu'il y a une culture séculière en Inde, mais qui n'est pas la séparation, qui n'est pas la privatisation. Donc c'est cette différenciation, je devrais même plutôt l'appeler l'équidistance, mais ça veut dire aussi que les religions et les groupes religieux n'essaient pas d'imposer sur l'État leur orientation religieuse et de changer la législation en leur faveur. Et on voit que par exemple aux États-Unis, c'est une tendance de certains groupes religieux. Donc c'est ça l'équidistance, ça n'est jamais fixé pour toujours, c'est toujours en tension, en mouvement, encore une fois. Et ça va contre l'idée de principe, on les connaît. C'est pour ça que j'ai beaucoup de discussions avec mes collègues de sciences politiques aux États-Unis, parce que fondés sur le modèle européen, précisément, ils ont quelques variables, séparation check, privatisation check. Mais ça n'explique rien, parce que dans leur version, l'Inde est hors du modèle séculier, alors que l'Inde est séculière. Et donc on ne peut rien expliquer quand on fixe et essentialise les principes en les enrobant de l'expérience historique et culturelle de l'Europe. Le deuxième principe, c'est la disjonction du privé et du public. Alors, cette disjonction-là, elle doit exister aussi dans l'équidistance entre l'État et les religions, mais elle aussi existe au niveau du citoyen. Et elle peut prendre différentes formes. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les expressions religieuses doivent être poussées ou refoulées dans l'espace de la maison ou de l'espace intime. C'est un peu la tendance des Français de ce point de vue-là. Mais il est très clair que le citoyen a la responsabilité, lorsqu'il s'engage dans l'espace public, de respecter aussi toutes les autres religions ou expressions religieuses. Et c'est ça c'est là où qui est la chose la plus difficile. Et c'est ce que Charles Taylor appelle l'immanent frame, Là maintenant, je ne sais plus en français parce que je ne l'ai jamais traduit en français. Le cadre, merci. Le cadre que tous les citoyens, y compris les citoyens religieux, doivent accepter pour vivre ensemble. Donc ce n'est pas une privatisation, mais c'est une sorte d'accommodement. Dans le sens que si j'ai des croyances fondamentales et que mon voisin a des croyances fondamentales qui complètement nient ma propre valeur, je dois accepter de vivre avec ce voisin dans le même espace sans le tuer ou sans le dénoncer à la police. C'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile du tout pour aucune société. Donc, comment... Je voudrais reprendre ici plusieurs éléments, parce que là, il y a beaucoup de choses là-dedans qui nécessitent un petit peu plus de discussion. Alors,
Dans l'espace européen, cette disjonction entre le privé et le public va prendre 3 caractéristiques principales. Ce que j'appelle la légitimité séculière, les droits individuels surpassent les droits collectifs, et troisièmement, l'ego religieux s'efface dans l'espace public. Je vais revenir sur ces 3 points. Donc, qu'est-ce que j'appelle la légitimité séculière ? Selon les théoriciens de l'espace public, je pense ici à John Rawls en particulier, la religion a sa place dans l'espace public si la condition est que les groupes religieux peuvent s'exprimer, mais ils ne font pas partie du cœur des décisions politiques. En d'autres termes, je peux dire que je suis offensée par telle image ou que je suis en contradiction avec tel film ou telle déclaration. Mais je ne dois pas essayer de transférer dans le domaine de la loi cette, j'allais dire, humiliation, offense ou particulière, ou demande particulière. Et l'autre raison, l'autre condition de la légitimité séculière, c'est que si j'ai des demandes à faire en tant que citoyen, je ne peux pas les faire dans le langage religieux. Alors, ce clash entre l'espace public, comment il est réglementé, contrôlé dans les démocraties occidentales, et les demandes d'un groupe religieux particulier, on l'a vu au moment de l'affaire des caricatures. L'affaire des caricatures est un très bon exemple de l'incapacité des leaders musulmans. Et je dis bien leaders parce qu'on a eu ces discussions dans tous nos focus groups et tous les musulmans nous ont dit « Oui, j'ai été offensé. Non, il ne faut pas changer la législation. » Le problème, c'est que dans l'espace public, la plupart des leaders religieux sont venus et ont dit « Nous voulons que ces caricatures soient retirées de l'espace public et que les auteurs soient punis pour blasphémie. » Ça, c'est une atteinte au principe de la légitimité séculière. L'État ne peut pas entendre ce discours. C'est exactement... c'est apparu, par exemple, le comité danois, le comité pour la défense de l'honneur du prophète. Je vois bien la légitimité derrière ça. Mais ça, l'État danois ne peut pas comprendre. Rasmussen a répondu à l'époque, moi je protège la liberté d'expression ou la liberté religieuse. Je n'ai pas de cadre pour penser l'honneur du prophète. Et c'était très intéressant de voir que d'autres groupes musulmans, en revanche, ont essayé d'utiliser le principe de justification séculière. Parce qu'en Europe, à l'opposé de mes collègues ou de mes concitoyens américains, il y a limite sur l'expression en public. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans l'espace public européen, liées à l'Holocauste, liées à la race, liées à beaucoup de... Donc, les musulmans, à l'époque, ont dit dans ces espaces-là, OK, c'est pas une affaire de blasphémie, mais c'est une affaire d'insulte qui peut avoir des conséquences politiques de tension entre les groupes. Je voudrais être protégée par la loi contre le racisme, la haine raciale, etc. Pas entendu non plus. Et c'est là un problème. Donc vous voyez, la responsabilité, elle est double là. Ok, on ne parle pas de blasphémie. Bah si, mais s'il y a des lois qui limitent la liberté d'expression sur des critères d'insulte et de discrimination, peut-être qu'on peut regarder les caricatures dans ce cadre-là. Et ça n'a pas été fait non plus. Et là, donc, ce qui était évident, et vraiment nos enquêtes ont montré ça, c'est que le leadership musulman, religieux, je parle, hein, je ne parle pas des leaders culturels ou politiques, mais ont été en complète porte-à-faux avec les populations musulmanes, qui n'étaient vraiment pas motivées, j'allais dire, pour punir
leurs co-citoyens avec le crime de blasphémie ou d'apostasie. Donc déjà là, c'est un élément où on voit que les musulmans sont mis au défi, non pas dans leur pratique citoyenne quotidienne, mais dans leur leadership. Juste un mot. Alors on peut se dire, mais alors comment les autres religions ont réagi à ça? Les autres religions ont internalisé, après beaucoup d'années, de décades de changements, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière dans l'espace public quand ces éléments sont rattachés aux croyances. Encore une fois, l'exemple néerlandais pour moi est très significatif. Ce qu'on peut appeler le ressentiment des Néerlandais vis-à-vis de l'islam commence un petit peu avant 2001, lorsqu'un imam d'origine marocaine, sur un show télévisé ou radiophonique, je ne sais plus exactement, est interrogé ou est questionné sur le statut de l'homosexualité dans la doctrine islamique. Il dit c'est un péché. Et donc c'est là que commence toute la discussion sur l'incompatibilité entre l'islam et les valeurs libérales, séculières de la société néerlandaise. Oui, mais enfin, étant une spécialiste des religions, il n'y a pas que l'islam qui considère l'homosexualité un péché. Si vous entendez ce que disent certains groupes chrétiens aux États-Unis, c'est la même chose. Mais en Europe, c'est là où on voit les différences de privatisation. En Europe, ces groupes sont parvenus à une sorte de modus vivendi ou de manière de ne jamais confronter directement ce genre de tabou dans les sociétés séculières. Écoutez le discours du nouveau pape, c'est très très intéressant, le pape Francis. Il fait exactement ça, il a commencé à ouvrir un peu, mais il ne peut pas dire ça y est, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça du tout. Personne ne l'accuse d'être anti-civique, hein. On va accuser les catholiques d'être anti-civiques, parce qu'on fait une distinction ici entre le leadership et les croyants. Et cette distinction, malheureusement, on ne la fait pas toujours quand les musulmans sont concernés. Et c'est pour ça qu'on voulait faire les focus group en dehors des leaders. Alors, les droits individuels versus les droits collectifs, c'est là où, j'allais dire, les vraies questions de droit commencent à se poser. Avant, c'était plutôt la culture politique. Et j'allais dire, avec les nouvelles générations qui, j'espère, prendront une certaine prééminence dans le discours islamique, peut-être que ça va changer. Ça, cette question-là va occuper les juristes pour un très long moment. Et bien évidemment, c'est la question de la charia. Alors, quand on parle de charia, je pourrais faire juste un exposé rien que là-dessus, donc il faut que je me limite ici. On ne parle pas d'un État islamique. Ce que les musulmans, et là on a toutes les enquêtes et les données que vous pouvez trouver, les musulmans en Europe ne veulent pas d'un État islamique. En fait, ils sont très très contents du caractère séculier de l'État parce que ça leur donne une liberté qu'ils n'ont pas dans beaucoup de pays musulmans. En revanche, ce qu'ils voudraient voir installé, c'est la reconnaissance dans le droit civil de certaines prescriptions islamiques. Et ça concerne le mariage, le divorce, le gardiennage des enfants, le droit de, quand il y a divorce, où vont les enfants, chez le papa ou chez la maman, et les lois d'héritage. C'est ça le cœur, c'est pas l'État islamique. C'est pour ça que les États-Unis ont récemment pris la décision très préemptive, parce qu'il n'y a aucun musulman même qui demande des tribunaux pour la charia. Aucun musulman aux États-Unis n'a demandé ça, mais l'État d'Oklahoma a décidé d'interdire la charia. La Cour suprême a annulé
en disant ça n'est pas possible de faire ça, pour des raisons qui sont en particulier de cibler uniquement une religion, ce qui est contre, encore une fois, l'équidistance et l'égalité de toutes les religions dans l'espace public. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en Oklahoma et dans d'autres États, ils ont décidé qu'ils allaient avoir des lois contre l'utilisation de toute législation étrangère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tous les autres groupes là sont en train de dire et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on devient? Parce que c'est plus que la charia uniquement. Par exemple, les communautés juives sont en train de dire et la halakha, parce que c'est exactement la même chose que la charia dans ce cas-là. C'est sur le mariage, le divorce, les enfants, les lois d'héritage. Et donc là, on a un vrai problème qui est, selon moi, plus un problème de perception politique. Et je sais là qu'on est au Canada, qu'il y a eu toute une controverse en Ontario. Mais je crois que ce qui s'est passé en Ontario, c'est exactement ce genre de 5 minutes, de mauvaise communication entre ce qu'est la charia au quotidien pour les musulmans et la construction politique de la charia, influencée par, là on est en plein dans l'État islamique et le califat, donc c'est clair que là il faut, et c'est pour ça qu'il nous faut des données sur ce que veulent les gens au quotidien. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le statut des femmes dans la famille islamique, dans la famille musulmane est idéal, jamais je ne dirais ça, mais il y a beaucoup plus que les gens croient, des manières de négocier. Ce que font les femmes musulmanes partout, dans l'Occident, en monde musulman, c'est de négocier dans le cadre qui leur est donné, mais pas de se débarrasser du cadre. Par exemple, je connais beaucoup de jeunes femmes qui font, parce que le contrat de mariage en islam, c'est comme un prenup, c'est comme un accord prénup. C'est très laïque ou séculier, il n'y a rien de sacré dans le mariage. Et donc il y a beaucoup de jeunes femmes maintenant qui mettent des conditions sur beaucoup de choses. Donc ça peut être négocié, tout ça, mais aucune de ces jeunes femmes ne vous dira « mais je veux juste un mariage laïque ». Donc je crois qu'il faut quand même redonner ce qu'on appelle le pouvoir, l'agent. Ces femmes musulmanes, elles ne sont pas des objets, elles sont réellement des actrices de leur propre destin. Et on tend à oublier ça pour en faire un symbole de l'islam qui discrimine contre les femmes. Et je crois qu'il faut être très clair là. Et d'une certaine manière, c'est très condescendant parce que ça veut dire « oh, moi je sais ce qui est bon pour vous ». Et on n'écoute pas ce qu'elles disent. Par exemple, en Turquie, il y avait toute une discussion sur Erdogan et devient antiféministe. La majorité des femmes turques ont voté pour Erdogan. Ça veut dire qu'elles sont aliénées? Je ne sais pas si elles sont aliénées. Donc, en Occident, ce qui se passe là, c'est ce que les juristes appellent la pluralisation du droit, c'est-à-dire comment je maintiens un cadre juridique qui est un cadre séculier, mais en même temps, je prends en compte certaines prescriptions qui ne font pas partie de ce cadre. C'est très technique. Et c'est pour ça que les juges sont dans une position très très difficile, parce qu'ils ont à négocier vraiment ce qui est légitime du point de vue religieux avec des pratiques culturelles qui n'ont rien de religieux. Par exemple, les crimes d'honneur, c'est pas islamique, mais ça peut être présenté comme islamique. Alors il y a toute une discussion là-dessus et c'est vraiment pas facile. Mais donc il faut déconnecter le débat, j'allais dire, politisé sur la charia, de revendications qui en effet doivent être étudiées, mais sans pour autant renoncer aux libertés individuelles. Et donc là, j'ai pas le temps parce que mais c'est vraiment, si on reposait le débat dans ces termes-là, ça dépolitise énormément la question de la charia. Parce que ça pousse aussi les musulmans à penser que vraiment, ils ne peuvent pas être musulmans dans ces sociétés européennes. Je vais finir là, parce que je vais vraiment, si vous me laissez encore 2 minutes, ce qui est au cœur de tout ça, et c'est là où l'opposition est la plus forte, c'est la personne. Et bien évidemment, les femmes, le corps des femmes est au cœur de cette controverse. Ce qui est très clair dans les entretiens que nous avons menés, c'est que ces jeunes musulmans élevés, éduqués en Occident, en Europe et aux États-Unis, à un moment vont dire mon corps ne m'appartient pas complètement, j'ai des responsabilités vis-à-vis Dieu. Ça veut dire quoi?
je ne prends pas de tatou, il y a des relations sexuelles que je ne me permets pas, et je dois avoir un certain type de relation dans l'espace public. C'était très intéressant, c'est pour ça qu'on a fait séparer, des groupes séparés. Les femmes, même celles qui avaient l'air le plus laïques, à un moment vont dire, on avait une question, qu'est-ce que c'est être un bon musulman, une bonne musulmane? Beaucoup de jeunes femmes qui étaient vraiment pas pratiquantes disent porter le voile. Parce que c'est pas porter le voile pour agresser, encore que ça peut exister dans certains contextes, mais c'est vraiment porter le voile comme une sorte de redéfinition de la personne, avec des limites. Aux États-Unis, en ce moment, il y a une chanson qui fait fureur, c'est de Miley Cyrus, elle dit My body belongs to me, you know. I do whatever I want with my body. Eh bien, les musulmans, ils disent partout, je fais pas ce que je veux avec mon corps. Et c'est là le problème. Et certains autres groupes religieux, c'est exactement ce qu'ils disent sur l'avortement, sur la contraception. Donc là, il y a plus de parallèles avec d'autres revendications religieuses qu'avec, j'allais dire, les turbulences politiques de l'Irak ou de l'Afghanistan. Mais ce qui est en jeu ici, c'est l'égalité des sexes, l'égalité des genres. Et donc là, ça engage tout le débat féministe sur parce qu'on a tendance à penser que les femmes en islam n'ont pas de droits. Elles ont des droits. Il y a un an, l'université de Al-Azhar a émis une sorte de charte rappelant à tout le monde, parce que les salafis en effet tendent à contester ces droits, rappelant que les femmes ont le droit au travail, droit à l'éducation, droit à être citoyenne, droit à être élue. Mais lorsqu'il vient dans la famille, l'inégalité ou la distinction, parce qu'il y a beaucoup les féministes islamiques disent c'est pas de l'inégalité, c'est des rôles différents, etc. Donc là, il y a tout un discours qui existe, mais que, étant un sociologue des religions, je peux vous dire qu'elle existe dans les communautés juives, qu'elle existe dans les communautés chrétiennes aussi. Ce qui est très significatif pour moi, c'est que cette connexion avec les autres religions en Occident n'est jamais faite. Pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire que les groupes religieux avant sont arrivés à cette sorte de modus vivendi dans l'espace public, alors que les musulmans sont très centraux, très visibles en raison de leur statut d'extérieur ou d'externalisation. Bon, j'arrête là parce que je peux parler de ça pendant les questions et les réponses. Merci. Merci beaucoup, Madame Césari, pour votre présentation, qui, je pense, n'a pas été sans intéresser et générer des questions. On va pouvoir prendre 15 minutes de questions avant de passer à la suite. Donc, j'inviterai les personnes à venir au micro et à se présenter pour poser les questions. Madame Césari, Monsieur Kadietoulafal. Alors, je voudrais revenir au titre même de votre communication. Est-ce que l'accommodation du religieux dans l'espace public est une menace pour le vivre ensemble? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Il faut la contextualiser, cette question. Ça dépend dans quel vivre ensemble on est. Par exemple, il est clair que les sociétés européennes sont en train d'évoluer vers un espace de plus en plus restreint, à propos des signes religieux dans les relations sociales, dans les affaires publiques. Donc ça veut dire qu'il y a tout un débat chez les musulmans aussi de ce point de vue. Je ne parle pas encore une fois des salafis qui sont hors et qui sont beaucoup plus revendicatifs et séparatistes. Genre, est-ce que vraiment se battre pour le port du foulard dans les écoles en France, est-ce que c'est vraiment important? Il y a un imam en France, il s'appelle Tarek Koubrou, qui fait exactement il dit c'est plus important pour une fille d'aller à l'école et d'être éduquée selon l'islam que de se battre pour un foulard. Donc ça veut dire que là, la réponse, c'est qu'il y a des tentatives d'accommodation du côté
des religieux. Ce qu'on tend aussi à oublier, c'est qu'il faut aussi des accommodations et des changements de perception du côté des pouvoirs politiques. Par exemple, quand l'État d'Oklahoma lance une interdiction de la charia, quand il n'y a même pas de demande de charia. Donc, où elle est l'accommodation, là? Où elle est la reconnaissance Donc, moi, je veux bien qu'on questionne, mais on questionne tout le monde, alors. Parce que le résultat d'une situation... la situation est le résultat d'une certaine interaction. Il faut être deux. Pour danser le tango, il faut être deux, non? Donc, pour arriver à cette situation, il faut aussi être au moins deux. Et je suis très, très mal à l'aise quand tous les problèmes sont seulement d'un côté. Alors, seulement du côté des musulmans, si on entend un discours anti-islamique très profond, mais aussi tout contre l'Occident, si j'entends certains groupes salafis. Donc, c'est là où je ne peux pas vous dire, comment on dit, one size fits all. Non. Je dirais qu'il y a des accommodations à faire des deux côtés. Et aussi à revisiter notre... Ce qui est très gênant, c'est que notre sécularisme... Encore une fois, il ne s'agit pas de rejeter la différenciation. L'équidistance entre le religieux et le politique, c'est remarquable, mais c'est difficile. Et il faut lutter pour ça. Il ne faut pas renoncer, genre, les musulmans, ils ne séparent pas la religion et la politique, donc laissons tomber. Hein. Non. Et il y a beaucoup de musulmans qui, en fait, ont tout un débat là-dessus, en ce moment. Donc, il faut éviter la condescendance et la méfiance des deux côtés. Malheureusement, elle est des deux côtés. Et pour moi, c'est vraiment le résultat d'une crispation qui est aussi une crispation identitaire et qui montre la fragilité de nos cultures politiques en Europe. Quand je vois qu'aux Pays-Bas, il y a eu des tests civiques pour l'entrée des immigrés qui était pour tester la tolérance vis-à-vis de la culture néerlandaise. Quand on réduit la culture néerlandaise à des personnes qui se promènent nues sur la plage pour voir si les musulmans ils vont être plus choqués que les autres, enfin, les Pays-Bas ont apporté beaucoup plus que ça à l'espace européen. Enfin, c'est ça qui est dérangeant. Une seule question. Wow. Okay. Yes. Mes deux questions seront peut-être un peu indirectes, un peu biaisées. La première, et je ne suis pas du tout évidemment spécialiste ni du religieux, ni d'un point de vue intérieur, ni sociologique, mais j'entendais il y a une semaine à la radio française un grand sociologue, philosophe qui s'appelait Mohamed Akroun, qui développait l'idée que la question du voile n'est pas une question religieuse, elle est une question d'affirmation politique. Voilà. Donc c'est ce premier élément qui montre l'instrumentalisation de quelque côté que ce soit d'un certain nombre de signes qui ne réfèrent pas à une mystique, à une tradition, mais à un positionnement politique. Et l'autre question, un peu de même nature, même si elle va piocher dans un autre élément, si on regarde ce qui s'est passé en France à propos de l'intégrisme religieux vis-à-vis du public, dans l'espace public, on s'aperçoit que les manifestations les plus violentes n'ont pas été portées par ceux qui parleraient, c'est inconditionnel, au nom de l'islam, mais par ceux qui parlent au nom de l'intégrisme chrétien, et je fais référence à 2-3 manifestations extrêmement violentes symboliquement, qui ont eu lieu contre des spectacles de grands metteurs en scène, qui s'appelait Roberto Castellucci, qui a conduit un certain nombre d'intégristes à se positionner pour l'interdiction et de fait à conduire à l'interdiction même du spectacle, ce qui a placé d'ailleurs les autorités politiques devant un très grand embarras. Ça a été vrai aussi sur le film de Godard. Donc là encore, ces positionnements de ce que sont
l'autre à travers soit des paroles des leaders, soit à travers des militants, dépend aussi beaucoup des circonstances, des conditions, de la fragilité au fond d'un État. Et lorsque vous parliez de disjonction entre le privé et le public, je pense que c'est une question juste. Moi, j'aurais tendance à dire, au-delà même du religieux, c'est que la frontière entre le privé et le public, elle est mobile. Elle est mobile sur la sexualité, elle est mobile sur l'hygiène, elle est mobile sur les conditions de vie dans la ville, et que là aussi, il y a à chaque fois à restituer le fait dont on parle dans un contexte. Le fait, il n'existe pas en soi. C'est comme en physique. C'est une construction sociale. Oh, je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Alors, je vais revenir sur le premier point, en effet, alors là, avec le foulard et sa légitimité religieuse, vous ouvrez ce que j'appelle une énorme boîte de Pandore, parce qu'à l'intérieur, il y a, du côté musulman, il y a en effet ceux qui disent que c'est une obligation qui a été créée, liée à des conditions culturelles, et que la vraie règle, c'est, encore une fois, la modestie. Donc la modestie, on peut l'appliquer de manière très différente selon les contextes. En même temps, c'est pas à l'État, et c'est ça le problème, de prendre cette position. Et c'est ce que les États-Unis essaient de dire. Nous, on ne va pas aller définir ce qui est le grand mufti, ou que ça c'est positif en islam, ou ça c'est négatif en christianité. C'est ça l'équidistance. L'équidistance, c'est aussi que l'État ne peut pas se permettre de législer. Il y a eu toutes ces discussions sur le burqa, par exemple. En France, on a vu à un moment la discussion genre, ah, mais le burqa, c'est pas une obligation en islam. Le politique ne peut pas prendre ce genre de position. Et c'est dur, hein, c'est pour ça que je vous dis, l'équidistance, c'est pas évident. Parce que, alors, du coup, on est passé aussi à la sécurité, ce qui est un autre enjeu qui est beaucoup plus acceptable. Le burqa n'est pas acceptable, j'allais dire, dans un État démocratique et dans un espace public, parce qu'il casse ce que Lévinas appelle le face-à-face. Il n'y a plus de face-à-face. C'est fini, on est hors. Alors, où on peut le vivre dans des sociétés où c'est complètement la norme, mais on ne peut pas le vivre dans des sociétés, comme j'ai dit, qui sont plurales. Et c'est très intéressant parce que le burqa, par exemple, était un débat en Égypte avant qu'il y ait la révolution. Le grand mufti en Égypte a dit c'est pas égyptien, c'est pas acceptable. Lui, il peut le dire parce qu'il a une personnalité religieuse. Les doyens de plusieurs universités en Égypte avaient interdit les étudiantes de passer les examens avec le burqa. Donc vous voyez, là, on est au-delà de l'Occident et anti-islam. Donc là, c'est une vraie question. Mais l'État en Europe ne peut pas dire ça c'est l'islam et ça c'est pas l'islam. La pratique devient une question pour le politique, la pratique religieuse devient une question pour le politique lorsqu'elle inclut de la pression ou de l'usage de la force sur les autres. Alors, je porte le foulard, mais je veux que vous tous ici, là, vous portiez le foulard. Et que si je vois quelqu'un qui ne le porte pas, il doit sortir ou je m'en vais. Ça, c'est pas acceptable. Ou que quelqu'un vienne avec moi et fasse la police des mœurs. Parce que ça existe, la police des mœurs. En Iran, c'est ce qui se passe. Si j'ai pas le bon foulard, qu'il y a des mèches de cheveux qui dépassent, on vient et on me frappe, on me met en prison. C'est ça la police des mœurs. Mais je ne pense pas, à moins qu'on soit dans certaines zones, et dans certaines zones, en effet, ça peut exister, mais je ne crois pas qu'on est dans le cadre de la majorité des populations musulmanes, sur ce schéma-là. C'est pour ça que les Américains, ils ont une tonne de jurisprudence là-dessus. Ils ont discuté ça en long, en large, en travers, en disant, bon, interdire la burqa dans toutes les situations publiques comme l'a fait la France, c'est un vrai problème. On peut l'interdire en disant, moi, je ne veux pas d'une infirmière qui a le burqa, où on voit que le foulard ou l'accoutrement ou l'habillage est un problème pour certaines situations, ça c'est du cas par cas et c'est tout à fait légitime. Faire des interdictions complètes, c'est encore une fois problématique par rapport à cette compatibilité entre liberté d'expression et liberté religieuse. Je sais que les signes
portent des connotations. Hein. Bien évidemment, je ne suis pas naïve là-dessus, mais je veux dire, et même si c'est un symbole politique, moi quand j'allais en classe il y a très longtemps, tout le monde portait le keffieh, le palestinien. C'est pas un symbole ça? Ça dit pas quelque chose politiquement? Ça nous dérangeait pas, hein, c'était même bien vu. Donc, porter le foulard. Mais si je suis à côté d'une fille qui porte son foulard et qui est complètement à l'aise. En Turquie, on voit ça beaucoup. Ils ont dépassé le religieux, laïque. On voit des filles qui marchent ensemble, l'une a le foulard, l'autre pas. Et c'est ça le problème ici. Donc moi, j'ai pas à dire en tant qu'acteur politique, c'est pas du bon islam. Je peux être au courant des débats, mais tant qu'il y a des gens qui veulent le porter, qui ne met pas en danger la civilité, il n'y a pas de justification du point de vue politique. Votre autre question, c'est l'attitude d'autres groupes religieux dans l'espace public. Ça n'est pas acceptable en raison même de la justification séculière. Ces groupes, ils peuvent dire « Ah, je suis offensé, ça ne me plaît pas », ils peuvent s'exprimer pour la même raison. À partir du moment où dans l'espace public, ils vont essayer de limiter la liberté d'expression des artistes, des créateurs, de ceux qui vont voir ces films, ça n'est pas acceptable. Une dernière question? Oui. Oui, je voudrais vous entendre parler de l'islamisation des jeunes. Oui. Alors, tout récemment, comme vous le savez, au Québec et au Canada, ce sont des jeunes convertis qui ont commis des crimes odieux à Saint-Jean-sur-Richelieu, ouais, à Ottawa. Yeah. Et quand on regarde les médias, on nous parle de ces jeunes qui s'en vont en Irak, qui s'en vont... Alors, on a l'impression que là, il y a une radicalisation des jeunes. Est-ce que c'est ça qui se donne à lire sur le terrain? Parce que moi, mes études sur les jeunes me montrent que les jeunes sont plutôt dans un islam très soft, un islam critique, mais on a l'impression dans les discours que les jeunes sont vraiment les porteurs de cette radicalisation. Ouais. Alors, les enquêtes qu'on a montrent que la majorité, encore une fois, des jeunes musulmans à travers les pays européens et aussi aux États-Unis, montrent qu'ils font une distinction entre plusieurs dimensions de la religion, comme tous les autres croyants. Pas que moi, on est plusieurs à appeler ça les 3 B. C'est en anglais, c'est behave, belong and believe. Le problème, c'est qu'on a limité, l'expérience de la chrétienté en Occident a été de limiter ces 3 B au belief. Okay. Et donc ce qu'on voit, c'est que les jeunes musulmans sont en train de s'adapter à ça. Dans tous nos focus group, il y avait une énorme discussion, non pas sur le credo, sur le belief, non pas sur la croyance en Dieu, au prophète Mohammed, ça c'est pas discuté, alors que dans des groupes de jeunes chrétiens, ça c'est énormément discuté. Ce qui est discuté pour les jeunes musulmans, c'est qu'est-ce que je fais, le behave. C'est pour ça qu'on a eu tous ces débats sur le foulard. Parce que être croyant, c'est pas uniquement croire, faire sa prière vis-à-vis Dieu ou aller à la mosquée. C'est cette dimension, l'horizontale, le behave. C'est-à-dire comment je vis avec les autres. Et ça, c'est très, très présent chez les jeunes musulmans. Et c'est là où ils disent, c'est là où on a le plus de problèmes. Parce que dans cette question d'attitude, il y a des choses qui sont pas prises en compte par les laïcs ou les séculiers. Et donc, en effet, il y a tout un travail d'accommodation ici, d'ajustement à cette nouvelle dimension. Le problème, c'est que je vois sur le terrain beaucoup d'ajustements et de flexibilité de la part des croyants, mais au niveau de l'interprétation religieuse, cette flexibilité n'est pas là. Le danger de l'islam, c'est pas la pratique des musulmans eux-mêmes, c'est l'absence d'une vraie pensée, mais aussi d'un vrai phénomène de leadership religieux qui prendrait en compte toutes ces nouvelles situations.
Il y a bien des personnes qui disent, par exemple, il y a tout un mouvement théologique en Allemagne très très intéressant mené par les femmes. Les premières qui sont concernées par toutes ces questions, c'est les femmes. Et elles font tout un travail assez révolutionnaire qui est de dire on ne va pas regarder uniquement aux 2 sourates qui concernent les femmes dans l'islam, on va faire toute une réinterprétation du Coran qui est valable non seulement pour nous, mais pour les hommes, pour tout le monde. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'elles refusent d'être cantonnées dans la défense des femmes. Donc il y a des tentatives comme ça qui se font. Mais moi, ce que je vois tous les jours, c'est que dans les banlieues populaires, ces tentatives-là n'arrivent pas. Ce que les jeunes gens font, c'est, comme tous les jeunes, ils interrogent sur l'Internet ce qu'on appelle des banques de fatwa. Et ils veulent des réponses. Hein, c'est là, et qu'est-ce qui apparaît dans les réponses? C'est la réponse salafi, qui est dangereuse à plusieurs niveaux, parce qu'elle se dit authentique, qu'elle se dit traditionnelle, alors que là, je pourrais refaire une autre conférence, mais je ne vais pas la faire. Je pourrais vous montrer que le wahhabi salafisme n'est pas traditionnel, qu'il est anti-traditionnel, que c'est une réponse moderne aux défis de la rencontre avec l'Occident, et qu'ils ont détruit la tradition. Quand je dis détruit, c'est détruit. Le deuxième acteur qui a détruit la tradition en islam, c'est l'État-nation. Alors les pauvres jeunes, partout, ils vont à l'Internet. Alors ils sont... Regarde, vous vous souvenez de Bin Laden? Il n'avait pas l'air plus traditionnel, authentique que lui. Hein? Ben, il n'était pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette doctrine, elle est fondée sur des principes très dangereux qui sont refus de la contextualisation, refus de l'histoire, refus du mysticisme, 3 éléments fondamentaux de la tradition islamique. Ça veut dire, je prends un Coran, ou je prends mieux les hadiths, ce que le prophète a dit et fait, parce que les salafis aujourd'hui ne peuvent pas toucher au Coran, c'est trop dangereux. C'est un texte, c'est comme un poème. On peut le lire de plusieurs niveaux. Mais les hadiths du prophète Mohammed, oui, je peux. Il a fait ça, il a dit ça. Donc si je ne vis pas comme le prophète Mohammed au temps de Médine, je ne suis pas un bon musulman. Ce qui n'est pas le discours traditionnel islamique. Jamais, n'a jamais été. Mais bon, maintenant, c'est partout présent, c'est présent en Occident. Et en effet, c'est un discours anti-occidental, intolérant non seulement vis-à-vis des non-musulmans, mais vis-à-vis des musulmans eux-mêmes qui ne suivent pas cette voie, ce qu'on appelle le takfiri, l'exclusion, l'excommunication, qui n'existe pas dans la tradition islamique. Dans la tradition islamique, il y a ce qu'on appelle, dans le monde sunni, la reconnaissance de la pluralité. Si je suis Hanafi et vous êtes Shafi'i, je ne vais pas vous dire « moi j'ai la vérité et toi tu dois disparaître ». C'est exactement ce que font les salafis aujourd'hui en Irak. Donc là, il y a un problème, on ne l'a pas adressé. L'Arabie saoudite a envahi le monde musulman et occidental avec sa littérature, avec sa vision. Eh bien, on paye les conséquences. Et on ne veut pas adresser ce phénomène. Eh bien, on paiera les conséquences. On peut détruire ISIS. Si on ne détruit pas le salafisme, on est là pour longtemps. Bien, merci beaucoup, Madame Césari.